Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de 5 romans, donc des plutôt très bonnes lectures, excepté un qui est une grosse déception, sincèrement, je suis vraiment très déçue. Mais les autres, franchement, de très très bonnes lectures. Deux d'ailleurs qui me restent vachement en tête. En général, c'est plutôt très très bon signe. Alors je les ai pas du tout mis en coup de cœur, parce qu'avec les années je deviens peut-être un petit peu plus difficile, faut être honnête, mais concrètement les deux avaient quand même pas mal d'éléments qui auraient pu faire que c'était vraiment waouh, truc de ouf, et ça reste quand même d'excellentes lectures. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le pas très très bon, pour ensuite n'avoir un point lecture que de choses super positives. On va faire ça. Donc la grosse déception pour moi, c'est La princesse et l'alchimiste de Amy Elward, donc le tome 2, à la poursuite des souvenirs volés. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, que j'avais trouvé original, que j'avais trouvé frais, punchy, enfin vraiment je m'étais éclatée. Voilà, j'avais passé vraiment un super moment de lecture, et du coup j'avais vraiment hâte d'attaquer le tome 2. Alors ne prêtez vraiment pas attention aux couvertures, je vous l'ai déjà dit. En fait elles font hyper gamin, et je sais pas, kitsch, je sais pas, c'est vraiment pas beau. Et pour le tome 1 en tout cas, ça ne correspondait pas du tout avec ce que vous trouvez à l'intérieur. Pour le tome 2, pour moi, ça a commencé à y ressembler un peu, hein. Alors c'est peut-être la couverture qui a déteint sur le contenu, je n'en sais rien. Je ne pense pas terminer cette saga, je crois qu'il y a un autre tome derrière. Je le lirai peut-être en VO, parce que je pense réellement qu'il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Alors, je vais pas pouvoir vraiment vous parler du tome 2. Dans le tome 1, on était, en fait, on suivait des alchimistes. En fait, on est dans un univers de fantasy young adult, alors fantasy conte de fées, on va dire, où en fait, il y a deux types d'alchimistes. Il y a les alchimistes qui sont plus portés vers les nouveautés, donc tout ce qui va être de l'alchimie en laboratoire, hein, donc qui n'est pas naturel. Tout est synthétique, en fait. Ils créent il crée les molécules pour pouvoir faire de l'alchimie, un peu ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est médicaments. Et on a les alchimistes purs et durs qui, eux, se servent uniquement de choses qui existent déjà dans la nature. Donc les deux se font un peu la guéguerre, même si, très honnêtement, au moment où nous, on arrive dans l'histoire, les alchimistes synthétiques sont quand même... voilà, ont quand même pris le dessus dans le sens où eux marchent très très bien, donc ont beaucoup d'argent, les autres ont beaucoup de mal, ils galèrent. Du coup, vous avez compris que tout marche beaucoup avec ce type de soins et de potions. Et en fait, on va suivre au départ la princesse du royaume, qui en fait, par mégarde, va avaler un filtre d'amour. Sauf que le problème, c'est que ce filtre d'amour, elle l'avait destiné à quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'au moment où elle va le prendre, eh bien, elle va tomber amoureuse d'elle-même. Alors ça crée une situation qui est super cocasse, parce que du coup, quand elle se voit dans le miroir, elle croit que c'est quelqu'un d'autre et elle est en mode... elle me regarde, alors qu'en fait c'est elle-même. Mais c'est vraiment très très drôle en fait, et il y avait ce côté qui était super frais. Pour guérir la princesse, alors bien sûr on veut pas trop en parler autour, parce que bon bah ça fait pas très très bien quand même de dire que la princesse est amoureuse d'elle-même. On va lancer une espèce de quête, et on va convier en fait tous les grands alchimistes du royaume pour qu'ils fassent une espèce de compétition, et qu'en gros ils vont devoir réussir à créer l'antidote, et on va assister du coup à cette espèce de course contre la montre où les grandes familles d'alchimistes vont essayer de résoudre le problème de la princesse. Alors nous, justement, on va suivre Sam, qui, elle, fait partie d'une famille d'alchimistes traditionnelle, on va dire, et en fait, elle veut redorer le blason de sa famille, et c'est pour ça qu'elle participe à cette chasse, et elle va faire la connaissance, donc, un peu plus de la princesse, et d'un autre qui s'appelle Zane, je crois, un truc avec un Z. Comme ça, bref. Dans le tome 1, voilà, c'était vraiment frais, on avait cette course, on avait ce côté hyper ubuesque de cette princesse qui s'aime profondément, donc c'était cool, et c'est vrai que je voyais pas trop où pouvait aller la suite, et effectivement, pour moi, le tome 1 se suffit à lui-même, t'as pas besoin d'autre chose, surtout que ça, c'était pas très bon, quoi. Je me suis franchement ennuyée, j'ai trouvé le début ultra long, c'est très... oh, moi je l'aime, oh mais... oui, moi je l'aime, oh mais on va aller faire ça quand même, oh, blablabla. Voilà, bref. C'est une chronique qui n'a aucun intérêt, on est d'accord. Le problème, c'est que je sais pas quoi vous dire, parce que... c'est même pas que c'est mauvais, c'est qu'en fait, ça m'a pas intéressée, et j'ai pas aimé le style. Le style m'a dérangé, j'ai trouvé ça enfantin, j'ai trouvé ça un peu niais, et du coup ça m'a pas du tout convaincue, j'ai pas trouvé l'intrigue palpitante non plus. Les personnages que j'aimais bien dans le tome 1 m'ont tapé sur les nerfs dans celui-là. Donc voilà, pour moi cette saga c'est fini.
Je suis très déçue, j'aurais dû rester sur le tome 1 que j'avais vraiment aimé, j'aurais dû voilà, me contenter de ça. Si jamais je tente la suite, je vous dis, ça sera en VO et pas en français, parce qu'en français c'est vraiment pas bon quoi. On va continuer dans les suites de saga. J'ai donc lu Le Parfum de la Trahison, donc livre 2 de Erin Beatty, c'est la suite de La Couleur du Mensonge, il me semble, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et le tome 2, pareil, je l'ai adoré, c'était vraiment génial. Alors c'est compliqué de vous parler d'un tome 2 parce que c'est très compliqué. Du coup je vais pas vraiment m'étaler sur ce tome 2, je vais juste vous dire que sincèrement pour moi il ne souffre pas du gros problème qu'on a parfois dans les tomes 2, à savoir les tomes de transition où il se passe rien. Là il se passe des choses. On est principalement, en fait, ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que déjà on a un personnage principal féminin qui s'appelle Sage, qui est hyper forte, et en fait elle a un côté féministe que j'adore, parce qu'elle est vraiment dans ce combat perpétuel de « Non mais attends, c'est parce que je suis une femme que tu crois que je peux pas faire ça, ben moi je vais te montrer que je peux le faire ». Et c'est hyper rafraîchissant en fait, parce que c'est assez rare. Oui, elle est amoureuse, mais ça la rend pas niaise, au contraire, ça rend le mec un peu niais d'ailleurs je trouve, mais pas elle. Elle est vraiment dans cette démarche de oui je veux passer du temps avec toi, tu es l'amour de ma vie, mais ça c'est plus important, et défendre le royaume et montrer que je suis capable de faire les choses, c'est c'est vraiment chouette en fait, et elle est courageuse, elle est forte, elle a plein de savoir. C'est vraiment elle en fait qui maîtrise la situation, et c'est génial en fait. Je crois que c'est vraiment ce personnage en fait qui fait que j'aime autant cette saga. C'est vraiment, voilà, c'est un des personnages que je préfère, en tout cas en young adult, au niveau de la fantasy, parce qu'elle est courageuse, elle est forte, elle se laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps elle a toujours ce côté sensible, c'est un parfait équilibre entre les deux. Et on est bien là dans une situation bah, voilà, où on voudrait en fait la laisser un peu en arrière, parce que bon, on n'a pas envie de l'avoir dans nos pattes, même si on sait qu'elle va apporter quelque chose, en même temps ça fait chier qu'elle soit là, mais elle en a décidé autrement, et dans le tome 1 elle le prouvait complètement, puisque on est dans une histoire où en fait plusieurs peuples s'affrontent. Nous on suit un peuple en particulier, les Démorans, je ne sais jamais. Et en fait, bah voilà, c'est vraiment juste ça, essayer d'éviter la guerre entre les différents peuples qui existent, donc les Démorans, les Kimissar et les... Il y en a un nouveau là qui est rentré, je me souviens plus du nom parce que tous les noms sont compliqués, sachons-le quand même. Et on est dans complot, magouille, histoire politique et tout, c'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup. C'est vraiment une saga qui est bien faite, que j'aime vraiment beaucoup, et avoir un tome 2 qui te déçoit pas, c'est assez rare. Donc je tiens à le noter, je me suis éclatée dans ce tome 2, j'ai super hâte de lire le tome 3, en plus comme je l'ai reçu un peu en avance, j'avoue que j'avais très envie de l'attaquer direct, mais j'avais peur de que ce soit trop, donc j'attends quelques temps, mais je pense que je vais pas attendre très longtemps en fait. Vous risquez de le voir passer très bientôt, parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Sage, parce qu'elle évolue dans chaque... Ouais, elle évolue en fait dans chaque tome, et dans chaque tome il se passe quelque chose, et dans chaque tome c'est bien, et voilà, j'adore cette saga, et n'hésitez pas, en fait, vraiment n'hésitez pas à foncer, parce que c'est vraiment très bon, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout ça, voilà, c'est vraiment très très sympa. Je me suis ensuite fait le tome 2 du département V, donc Profanation de Jussi Alder-Olsen. Vous savez que c'est un auteur de thriller que j'adore, et d'ailleurs je vais bientôt commencer le tome 3 parce que j'ai trop envie d'y retourner. Donc je vous avais déjà parlé du département V, pardon, il y a pas longtemps, je vous mets le petit i si j'y pense, du point lecture dans lequel je vous parle du premier tome. Donc là on continue à suivre Karl et Assad qui continuent à mener des enquêtes dans le département V, donc voilà, ce département particulier qui doit traiter des dossiers qui n'ont pas été classés. Donc là, ils vont se retrouver à voir apparaître sur leur bureau, en fait, le dossier d'un meurtre, d'un double homicide, qui a déjà été résolu, donc ils comprennent pas très bien, parce que finalement, le coupable est déjà en prison, et c'est assez chelou, cette histoire, mais ils vont quand même décider de mener cette enquête. On a toujours les espèces de magouilles bizarres au sein de la police danoise, parce que c'est au Danemark, et toujours, voilà, ces espèces de petites embrouilles au sein de la police. Karl s'en sort toujours très très bien, j'aime toujours beaucoup. Là on lui fait, enfin, à partir de ce tome là, on découvre un troisième personnage qui va venir intégrer l'équipe. Un personnage qui, je trouve, donne un peu de peps et un peu enfin voilà, moi ça m'a fait franchement marrer qu'elle débarque ici, donc c'était assez drôle. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, je m'attache de plus en plus au personnage de Karl, à sa famille, à son collègue, qui est handicapé, donc celui qui était dans le tome 1 et qui a
au tout début, c'est pas un spoil, hein, on le sait dès le départ, Karl a été changé a pris les rênes du département V parce qu'on voulait le mettre au placard. Et en fait, on voulait le mettre au placard parce que, comme il venait de subir une fusillade, qu'un de ses collègues est décédé et que le deuxième est tétraplégique, et toujours à l'hôpital d'ailleurs, on s'est dit, il est faible, allez hop, on le fout au placard. Et en fait, Karl continue à voir son collègue qui est à l'hôpital, et les relations qu'ils ont sont chouettes, en fait. Voilà, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe autour du département V. Et au niveau de l'enquête, c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Je sais pas si j'ai préféré le 1 ou celui-ci, en tout cas, c'était vraiment génial. On suit un groupe d'hommes très très importants qui sont très riches et qui ont beaucoup de contacts en fait au Danemark et qui font des choses assez étranges, hein, des chasses étranges. Alors tous ceux qui ont beaucoup de mal avec la souffrance animale, ce livre risque de vous poser vraiment problème, je préfère vous le dire, parce que c'est un peu compliqué, hein. Mais voilà, ils organisent des chasses assez particulières avec des gibiers assez particuliers, des gibiers pas autorisés à la chasse, hein, normalement, mais eux ça les fait marrer. Voilà, ils sont à la recherche d'une femme qui vit dans la rue, qui est très bizarre, hein. On découvre ce personnage, un petit côté Elisabeth de la saga Millennium, un tout petit peu, mais il y a un truc qui m'a fait penser à elle, je peux pas trop vous dire pourquoi, mais il y a un truc qui m'a fait penser à elle. Donc voilà, on sait que ces hommes de pouvoir et cette femme qui vit aujourd'hui dans la rue sont liés, et on va découvrir pourquoi ils sont liés, et on va découvrir voilà, tout le lien entre eux, entre ce qu'ils font aujourd'hui, qui est franchement pas très très net, cette femme, et puis forcément le département V. Alors je vais pas vous en dire plus, mais franchement c'était trop bien. Alors ils sont gros, mais je vous jure, ils se bouffent quoi, et à chaque fois que je les ferme, je suis triste, voilà, je suis triste. C'est très rare, hein, que je suive une saga comme ça. La dernière que j'ai suivie avec autant d'engouement et où j'étais au taquet, c'était celle avec le docteur Kes Carpeta, donc de Patricia Cornwell, qui est un médecin légiste. J'avais adoré, j'étais jeune, hein, à l'époque, très jeune d'ailleurs, et j'avais adoré et j'étais à fond, mais un truc de ouf. Tous les ans, j'attendais la sortie du prochain tome. Je pense que voilà, ma nouvelle saga thriller, c'est celle-ci, et j'en suis complètement dingue, je vous l'ai déjà dit, j'adore ce que propose l'auteur, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc bientôt vous verrez, je crois que c'est Délivrance le tome 3, donc bientôt vous le verrez sur la chaîne, parce que je vais pas pouvoir me retenir très longtemps, donc je pense que je vais sûrement le lire la semaine prochaine. Donc, voilà. Je vais maintenant vous parler de Cendre de Johanna Marines aux éditions Snag. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Johanna c'est la booktubeuse A Book Around the Corner. Je ne sais pas si elle alimente encore sa chaîne. Je ne suis pas sûre parce que je vois jamais rien passer dans mon fil d'actu. Enfin bref, en tout cas elle est aussi sur Instagram. C'est son deuxième roman. Bon, c'est le premier que je lis, mais c'est le deuxième qui est publié, il me semble. Je ne sais plus si le premier avait été publié. Bref. Je dois dire que j'ai passé un excellent moment et que je suis très étonnée qu'on ne le voit pas plus tourner, en fait. Alors, on l'a vu un petit peu, mais je trouve qu'il a pas fait tant de bruit que ça, et je trouve ça étrange, en fait, parce que il a tout pour plaire. Vraiment, il a tout pour plaire, et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on le voit pas plus. Alors, on est dans Londres du 19e siècle, pendant l'ère industrielle, donc on a toute cette ambiance un peu glauquie à la Jack l'Éventreur, vous voyez, je sais pas, vous savez ces rues pleines de brouillard, ces rues londoniennes pleines de brouillard, avec juste ces petites lumières discrètes, et puis cette petite ambiance, les femmes en grande robe, avec le petit talon qui claque sur le sol, enfin bref, moi j'ai mes images en tête, faut pas chercher à comprendre. Je pense que toutes les personnes qui aiment ces ambiances Sherlock Holmesques, Jack l'Éventreur et tout, mais vous allez surkiffer en fait, c'est un truc de ouf, et c'est du young adulte, donc c'est accessible à tous, c'est facile à lire, l'intrigue est plutôt sympa, il y a un élément que j'avais trouvé hyper what the fuck, et en fait, Johanna m'a dit, mais attends, tu sais que ça existe, et du coup, elle m'a envoyé un article, et j'ai continué à chercher, et je trouve ça hyper what the fuck que ça existe. Alors je peux pas vous dire ce que c'est, parce que ça spoilerait le roman, mais sachez que cet élément complètement bizarre à la fin, ça existe, et qu'on peut le faire pour de vrai, et que je trouve ça dégueulasse. C'est tout ce que je tiens à dire. Bref, alors dans cette histoire, en fait, on va suivre principalement deux personnages, voire un autre. Donc on va suivre Agathe, qui est une jeune femme qui vit avec sa mère et sa sœur. Sa mère est malade, et Agathe veut absolument, en fait, aider plus sa famille, parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Donc elle va faire le choix de partir à Londres pour postuler à un poste de femme de ménage, enfin femme de chambre. Elle n'en sait pas plus, donc elle part à Londres, elle se rend à l'adresse demandée, et en fait elle découvre que c'est bien plus chic que ce qu'elle croyait, et en fait elle se retrouve dans une famille très importante, qui est une famille de joailliers qui créent des bijoux à partir de diamants,
et en fait elle va demander à avoir ce poste, on va lui dire non, le poste est pourvu, alors la femme dans cette maison est assez exécrable, et finalement le chef de famille, donc l'homme, va dire oui ok le poste est pris mais j'ai un autre poste pour toi. Donc on va lui proposer un poste de, j'ai oublié le nom, c'est horrible, en gros le poste consiste à porter des bijoux pendant des soirées etc pour qu'on les voit, donc voilà elle se promène avec des beaux bijoux, trop bien le boulot quoi. On lui propose parce qu'elle est jolie bien sûr, hein, sachez-le quand même. Donc voilà, elle va trouver ce nouveau poste, intégrer cette nouvelle famille qu'elle va découvrir au fur et à mesure et qu'elle va trouver de plus en plus étrange, hein, parce que la famille est un peu bizarre quand même. Et à côté de ça, on va suivre Nathaniel et sa sœur Luna qui essayent de s'en sortir aussi comme ils peuvent parce que c'est assez compliqué. Lui, son métier, c'est d'allumer justement les fameuses lumières dans la ville tous les soirs. Et elle, en fait, elle est voleuse, en fait, tout simplement. Elle va se mettre en tête de voler des pièces importantes de façon à pouvoir être tranquille un long moment. C'est comme ça que ces trois personnages vont se rencontrer puisque Luna va essayer de voler le collier que porte Agathe un soir et ces trois personnages vont faire connaissance comme ça. Pour eux, je m'arrête là. Au niveau de ce qui se passe dans la ville, on va assister à une série de meurtres, donc des prostituées principalement, il me semble, ou des femmes, je ne sais plus. Donc des femmes vont se faire tuer en fait dans les rues de Londres de façon assez... voilà. Et Nathaniel va découvrir un des corps et être mêlé un petit peu à l'enquête à cause de ça. Et tout va se goupiller entre eux. C'est vraiment super sympa. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super cool. C'est pas hyper original, effectivement, on a déjà lu ce genre de roman, avec ce genre de thème, en tout cas, bien sûr. Mais pour tous ceux, je vous dis, qui aiment ces ambiances... en fait, si vous êtes comme moi et que vous aimez les réécritures de Sherlock, les réécritures de Jack l'Éventreur, toutes ces ambiances... Franchement, c'était génial. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec genre 5 ou 6 romans avec ces ambiances. Alors, je sais pas du tout quel titre je pourrais donner à cette vidéo, mais parce que, vous voyez, j'ai quelques titres en tête et voilà, je sais que tous les gens que les personnes en tout cas qui aiment ce type d'ambiance et de roman, vous allez trouver votre compte dans ce roman. Il est bien mené. Moi je l'ai trouvé bien rythmé, j'y ai pas trouvé spécialement de longueur, je l'ai dévoré, je m'attendais vraiment pas, en fait je l'ai attaqué une soirée et je pensais qu'il allait me durer quelques jours et en fait je l'ai bouffé parce que ça se lit très très bien, l'écriture est assez simple pour que justement on rentre dans l'histoire et qu'on suive le truc. Je vous dis c'est bien rythmé, j'avais vu venir certaines choses bien sûr mais ça m'a pas dérangé, la fin... je vous dis, il y a un élément que je trouvais hyper étrange, mais au vu des explications que j'ai eues, et bien du coup, maintenant ça m'interpelle moins, enfin ça me choque moins. D'ailleurs, voilà, si vous le lisez, dites-vous que ce qui se passe à la fin, ça existe. Hein. Voilà, dites-le vous. Mais c'était cool, franchement c'était vraiment cool et je vous le recommande de tout cœur. Et ouais, c'est vraiment dommage qu'on le voit pas plus parce que je pense que sincèrement il le mérite. Donc voilà, n'hésitez pas à lire Cendre, je pense que vous passerez un très très bon moment de lecture. Et voilà, et puis bah Johanna, on attend ton prochain roman avec impatience du coup. Ouais, on te met pas de pression du tout. Et l'autre excellente lecture parce que c'est pareil, Cendre, ça, c'est pas un coup de cœur, mais sincèrement, on est vraiment dans une excellente lecture, c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Et voilà, donc du coup je vous présente le deuxième qui, pareil, n'est pas un coup de cœur, mais qui aurait pu l'être, hein, très sincèrement, mais qui est une lecture que j'ai profondément aimée. Voilà, il s'agit de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je vois plein de coups de cœur sur ce livre, et c'est vrai que avant de l'attaquer, j'avais un peu peur, parce que justement je vois plein de coups de cœur, et je me suis dit, voilà. Et en fait, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien. Franchement, c'était vraiment génial et sincèrement, je me suis bien fait berner et elle a bien joué son jeu et ah ouais non, c'est vraiment bien foutu, franchement, il est vraiment top. C'est pareil, c'est pas un coup de cœur, mais c'est comme pour Cendre, je peux pas vous expliquer pourquoi, j'arrive pas à savoir, ça se ressent, hein, ce genre de choses. En tout cas, ça, c'était trop bien, je vous le conseille à 10 000%, vous allez surkiffer. Donc on va suivre Alice, qui est une américaine qui vient d'emménager à Paris. En fait, on sent qu'elle fuit quelque chose. Hein. Elle ne veut plus vivre aux États-Unis. Elle veut repartir à zéro et réaliser ce rêve qu'elle a toujours eu de vivre à Paris. Il me semble qu'elle est d'origine française par sa maman, donc elle a toujours vécu aux États-Unis, mais sa mère était française, donc forcément Alice parle français. Donc elle débarque à Paris avec très peu d'argent, avec très peu de choses finalement. Elle a juste son chat, David Bowie. Oui, son chat s'appelle David Bowie, c'est comme ça. Donc elle emménage dans un petit appartement parisien et elle se met à la recherche d'un boulot.
Recherche qui va s'avérer très compliquée, jusqu'au jour où on va la contacter, une société, une petite start-up va la contacter pour lui proposer un poste administratif qui est pas vraiment dans sa branche puisqu'elle est plus dans la finance, mais voilà, va lui proposer un poste administratif, et cette boîte est là pour réunir des chaussettes orphelines. Alors au début je me disais mais quoi ? En fait le projet est tout simple, c'est créer une application où en fait tu mets genre par exemple une photo de ta chaussette où t'as 3 Mickey dessus, et en mode je cherche ma jumelle en fait, et dans ce cas là si quelqu'un à l'autre bout du monde là aussi, hop bam ça match, et puis vous pouvez réunir une paire, voilà. Quoique personnellement, moi mettre des chaussettes dépareillées c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, le but de la start-up c'est ça. Et elle va se retrouver à travailler avec une équipe un peu loufoque, donc le créateur est celui qui a eu l'idée de créer cette application, qui est ce mec qui est un peu chelou. Elle va se retrouver à travailler aussi avec 3 autres personnes, et elle va tout faire pour garder ses distances parce qu'on sent qu'elle veut pas se rapprocher des gens, on sent qu'elle cache quelque chose de très douloureux et qu'elle ne veut pas. Elle essaie d'ériger des barrières pas possibles pour ne pas s'approcher des autres parce qu'elle souffre profondément. Et parce qu'en plus elle cache quelque chose et qu'elle ne veut absolument pas que les gens le sachent, tout simplement. Et elle a extrêmement peur de souffrir aussi, soyons honnêtes. En fait, en alternance, on a donc les chapitres qui parlent de sa vie, et on a également des passages du journal, du journal d'Alice, qui nous raconte en fait son histoire quelques années auparavant, quand elle vivait à Londres avec son mari. Où elle était dans une situation assez compliquée. Elle nous raconte vraiment, elle nous parle de sa vie, elle nous parle de sa sœur, de sa mère, de son enfance, de son couple, donc dans toute cette partie journal. Elle nous parle également de son désir d'enfant et de cette douleur, en fait, de la façon dont elle vit le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant. Alors au début j'avoue que toute cette partie m'a un peu gênée parce que j'en lis beaucoup en ce moment de thèmes comme ça, et c'est pas quelque chose que j'aime forcément lire, mais finalement c'est pas ce qui a pris le dessus. Moi j'avais peur que vraiment le livre finisse par tourner autour de tout ça, et ça, pour le coup ça m'aurait déplu, et en fait ça tourne pas du tout autour de ça. Ça c'est juste pour nous expliquer qui est Alice en fait, pour vraiment nous expliquer qui est Alice. Il y a aussi un truc au bout d'un moment dans le roman que j'ai trouvé un peu bizarre et étrange, alors je ne juge pas, mais je trouve ça vraiment bizarre et étrange, limite malsain, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais pour l'image et pour l'idée romanesque, donc voilà, c'était cool en fait. C'était cool. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouvais un peu chelou, mais au niveau du roman, ça match très bien, et je le comprends, et ça marche avec la fin en fait, complètement, et du coup, ça choque moins. Mais c'est vrai que c'est un peu, quand on y réfléchit, en fait, c'est après, quand j'y réfléchis, je me suis dit, c'est bizarre quand même. En tout cas, c'est vraiment un super beau livre avec vraiment, en fait ce qui est chouette dans ce roman c'est les relations humaines, tous les contacts, toutes les relations humaines entre les personnages, c'est fort, c'est beau, la relation d'Alice avec sa sœur, d'Alice avec son mari, ou avec les nouveaux personnages qu'elle rencontre, enfin les nouvelles personnes qu'elle rencontre. Tout ça c'était vraiment chouette parce qu'en fait on voit toutes les fêlures de chacun, on voit tout ce qui est mis en place pour aller au-delà, et on voit toutes ces belles amitiés en fait qui se créent, alors que ce sont des personnes tellement différentes les unes des autres qui finalement n'auraient jamais, dans un autre contexte, n'auraient jamais pu être amies en fait. Et c'était vraiment cool, et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce roman, et c'est ça qui est extrêmement bien traité, c'est ce rapport humain en fait, et j'ai trouvé ça magnifique, et le fait que l'autrice ait réussi à complètement me berner, parce que arrivé à un moment où j'ai fait « Oh !» Ah ouais, ok, je me suis bien fait avoir, pour être poli. Et du coup, j'ai passé un super moment de lecture. C'est du feel good sans être du feel good. C'est un vrai, c'est vraiment du contemporain, quoi. Mais c'est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Je vous dis, moi, il a frôlé le coup de cœur. Vraiment frôlé le coup de cœur. Je peux pas vous dire ce qui n'a pas déclenché le coup de cœur, mais en tout cas, c'était topissime. Si vous hésitiez à le lire, franchement, foncez. C'est vraiment une super lecture, et je pense que vous serez étonnés et surpris. Et ouais, c'était top. Et je suis toujours hyper... je sais pas comment dire, ça me surprend toujours, et je trouve ça toujours assez dingue de voir des autrices comme par exemple Marie Vareille qui arrivent en fait à te sortir des livres comme Elia la passeuse d'âme, qui est de la fantasy young adulte avec un univers complètement inventé, avec des codes particuliers, et après te sort un roman comme ça. Je trouve ça assez rigolo de voir le grand écart
écriturial, oui j'invente des mots, ce grand écart de création en fait, et je trouve ça chouette parce que ça prouve la richesse de son imagination, et voilà, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, j'ai adoré ce roman, je vous le recommande à 3000%, mais comme le Jussiel d'Erolson et comme Cendre. Voilà, ces trois-là, en fait, voilà, top 3 dans 3 registres différents, voilà, top 3 du point lecture, foncez, ils sont tous les 3 géniaux. Et voilà, j'ai encore fait 30 minutes de point lecture, je suis désolée. J'espère que vous avez fait des découvertes, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains de ces titres. Sincèrement, si vous lisez certains de ces titres, n'hésitez pas à me taguer, et voilà, juste parce qu'en fait, j'aime savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez ressenti la même chose que moi, si vous avez apprécié, si vous avez... Voilà, ça me fait vraiment kiffer en fait. Donc si vous lisez l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me le dire et de partager avec moi, ça me fera toujours... Voilà, un énorme plaisir. J'espère que je vous ai donné de toute façon envie de lire et d'aller vous poser avec un bon bouquin et de vous éclater et d'aller vivre 50 milliards de vies grâce à vos lectures. Je vais me taire parce qu'en fait, j'ai plus rien à dire. J'ai juste très très chaud, donc je vais aller me rafraîchir. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouvera bientôt dans un... C'est quoi la prochaine vidéo? Un book haul. Voilà, je vous fais des bisous.